On va tout de suite retrouver Sonia Ghezali. Bonsoir, vous avez réalisé ce reportage avec Chazaï Bouala et Tala Saïd. Alors tout d'abord, comment avez-vous réussi à entrer en contact avec les victimes et leurs proches alors que ce sujet, on l'a compris, est encore très tabou dans le pays? Alors, ça a vraiment été un long travail de recherche qui a pris 1 an. Ça a été 1 an d'enquête à éplucher les journaux où certains cas donc, sont rapportés chaque année, chaque jour, pardon. Et donc, ensuite, ça a été un vrai travail de fourmi qui a surtout été fait par Charzib voilà, et par Tala Saïd qui sont entrés en contact avec les familles quand on a réussi à obtenir leur contact ou celui de leur avocat pour ceux qui avaient entamé des poursuites judiciaires et ensuite essayer de convaincre ces familles. Et effectivement, ça a été très, très difficile parce que vous le disiez, c'est un énorme tabou, mais c'est comme une tâche, en fait, que les familles portent malheureusement parce qu'on est dans une société extrêmement conservatrice où le viol est tabou et considéré comme un mal, comme porter une tâche. Et il a été très difficile de convaincre ces familles. Donc, Waïd a accepté, son père a accepté, celui qui a convaincu toute sa famille de porter la voix de Waïd dans les médias en partie, et puis d'exposer ce qui s'était passé, parce qu'il refusait d'accepter l'impunité et voulait absolument obtenir justice pour son fils. On prendra des nouvelles de Waïd à la fin de cette interview, mais d'abord, un mot des madrassas. Elles semblent accueillir de nombreux enfants défavorisés. Est-ce que toutes les couches de la société sont touchées par ce type d'abus dans ces écoles? Oui, toutes les couches de la société sont touchées parce que aller à la madrasa, c'est vraiment important pour toutes les familles, presque toutes les familles au Pakistan. C'est en plus d'être un système parallèle qui vient soutenir, si ce n'est plutôt même complètement pallier les manques de l'éducation au Pakistan, puisqu'il y a un manque terrible d'écoles. 26 millions d'enfants ne vont pas à l'école au Pakistan. Le Pakistan qui a investi moins de 2% de son PIB dans l'éducation. Il n'y a pas assez d'écoles pour ce géant démographique qui a presque 240 millions d'habitants. Et donc, les madrasas, c'est vraiment le recours de nombreuses familles qui sont en majorité pauvres et qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, ne serait-ce que publique, même si les écoles publiques sont gratuites. Mais ces familles n'ont pas les moyens de payer le transport, les cahiers, les stylos. Et donc, pour beaucoup de familles, envoyer son enfant ou ses enfants à l'école, à la madrasa, c'est un moyen de leur donner une éducation, même si cette éducation n'est que religieuse. C'est aussi un moyen de leur donner 3 repas par jour, puisqu'ils sont complètement pris en charge de façon gratuite. Et la madrasa, c'est vraiment important pour les musulmans dans la mesure où l'apprentissage du Coran, c'est comme l'explique Monizé Banou, la chef de cette ONG Sahil qui travaille sur les violences sexuelles sur mineurs. Elle explique bien qu'envoyer son enfant à la madrasa, c'est presque obligatoire moralement pour une famille musulmane, puisque c'est quelque chose qui est très valorisé. Et l'apprentissage du Coran est tellement valorisé que même les enfants, en fait, le souhaitent. Et Waïd nous a expliqué que lui-même avait voulu aller à la madrasa parce que c'est extrêmement important pour lui de connaître le Coran par cœur. Et donc, ce système, il est important pour tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, puisqu'on est avant tout musulman. Et donc, ça touche de fait toutes les strates de la société. L'une des personnes qui témoigne, un professeur, explique qu'il a été victime avant de devenir à son tour agresseur. Il dit avoir violé des dizaines d'enfants. Lui non plus n'a jamais été inquiété par la justice. Non, il n'a jamais été inquiété par la justice. Et ouais, quand on lui a posé la question, il nous a dit qu'il ne s'était jamais même posé la question. Ça lui avait jamais traversé l'esprit, en fait, que la justice pouvait lui demander des comptes ou que la police pouvait se présenter un jour à sa porte et l'embarquer. Par un seul moment, il s'est dit que c'était possible parce que
il nous a expliqué en fait comment lui avait connu les violences sexuelles sur mineurs de façon presque systémique. Il a fréquenté en tant qu'élève plusieurs madrasas. Il a vu ces violences sexuelles être perpétrées par des enseignants ou par des élèves plus âgés sur des élèves plus jeunes et que jamais, jamais la police ne s'était présentée, que jamais les équipes enseignantes de la madrasa n'avaient puni ou n'avaient renvoyé des enseignants qui avaient été accusés ou suspectés de commettre ces crimes. Et donc, il explique que pour lui, c'était l'impunité totale et que c'était complètement normal, ces violences étaient complètement normales et qu'il y avait même une sorte de facilité à exprimer, je le cite, hein, ses désirs, ses pulsions sexuelles quand il les a ressentis en faisant subir des violences sexuelles aux enfants plus jeunes et après des choses qu'il a continué quand lui-même était plus âgé et qu'il a commencé à avoir un certain ascendant sur les autres élèves. Dans ce reportage, vous n'avez pas recueilli la parole de représentants de l'État ou du système judiciaire. Pourquoi ? Alors c'est une question qu'on s'est vraiment posée, mais cette parole, on la connaît, on l'a entendue. Il y a un énorme déni, en fait, sur l'ampleur de ces violences sexuelles, au Pakistan. Un déni, qui est tel parce que c'est tabou, mais c'est, parce qu'on est dans un État, où les religieux ont un énorme pouvoir au Pakistan et c'est un levier qui est utilisé par les politiciens pour obtenir des voix électorales, mais c'est un énorme levier pour avoir aussi pour pouvoir exercer de la pression sur des groupes dans la société. Et donc le langage, il est très policé, des politiques, mais aussi des religieux. Le religieux qu'on a suivi dans ce documentaire nie presque qu'il y a des violences sexuelles qui s'exercent sur les enfants dans les madrasas, parce qu'il y a un énorme souci de garder la réputation des écoles coraniques intactes, un souci de garder la réputation de la religion intacte. Et c'est ça qui est utilisé pour faire pression sur les familles, pour faire pression sur les communautés. Et les politiques ne vont pas toucher à ce sujet parce que c'est extrêmement, extrêmement sensible et c'est aussi un levier qui est utilisé par eux pour pouvoir justement bénéficier de ce pouvoir qu'ont les religieux sur la société. Pour terminer très rapidement, Sonia, donnez-nous des nouvelles de Waïd. Est-ce que vous en avez eu récemment ? Oui, alors pour Waïd, les choses sont très compliquées parce que Waïd a été donc séquestré après avoir été violé. Il a été séquestré dans la madrasa pendant 2 semaines et il nous raconte dans ce documentaire comment il a fui. Et donc, il n'a pas pu avoir d'examen médical, il n'a pas pu donner de preuves médicales à la justice. Et donc, son dossier est jugé comme étant très faible, selon les termes employés par son avocat. Et malheureusement, la quête de justice, elle va durer très longtemps pour Waïd. Et donc, il y a une énorme frustration pour lui, un énorme désespoir pour lui, pour sa famille, pour ses proches qui ont envie d'obtenir justice, mais qui sentent très très bien qu'il y a très peu de chances qu'ils l'obtiennent. Merci beaucoup Sonia Ghezali pour ce témoignage et pour votre documentaire.